du cours concentration et solution électrolyte. Donc, ce cours, ou cet exposé, est constitué de 5 parties principales. La première partie principale est consacrée à une introduction pour définir les solutions électrolytes. La deuxième partie est consacrée également à la structure d'un solide ionique. Dans la troisième partie, on va traiter la conception d'une molécule polaire. Et dans la quatrième partie, on va définir quoi une solution électrolyte et les caractéristiques de ces solutions électrolytes. Et dans la dernière partie, on va faire une distinction entre ce qu'on appelle concentration molaire apportée et solution effective des ions dans une solution électrolyte. Donc, comme vous voyez bien dans cette figure, donc en agriculture, la croissance des plantes est favorisée par l'apport des engrains. Donc, l'engrain représente ici une solution aqueuse contenant des ions tels que nitrate, potassium, phosphore, chlore, ainsi de suite. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce qu'une solution aqueuse ionique? Comment la préparer et déterminer sa concentration? Quelle est la structure d'un solide ionique? Donc, comme vous voyez bien dans cette figure, il y en a deux exemples de deux corps solides. Il s'agit de fluorure de calcium et de chlorure de sodium. Donc, ces corps solides, et que l'on appelle également des cristaux, sont des corps à une géométrie bien organisée, tels que les cubiques à face centrée, comme vous voyez ici, ou une autre forme, elle peut être hexagone ou hexagone compact, ou il existe plusieurs types de structures géométriques des molécules. Donc, comme vous voyez bien, dans ces deux composés, il y en a deux types d'ions. Des ions positifs dits cations et des ions négatifs dits anions. Donc, c'est la position de ces ions, comme vous voyez bien dans cette figure, les positions sont bien déterminées. Et comme vous voyez que chaque ion négatif est entouré par des ions positifs. Et l'inverse, chaque ion positif est entouré par des ions négatifs. Et c'est également, comme vous voyez, les ions négatifs entourés par des ions positifs et les ions positifs également sont entourés par des ions négatifs. Donc nous pouvons déduire que, puisque les deux ions ont des charges différentes, ce qui favorise une interaction électrostatique entre ces deux ions. Et cette interaction électrostatique qui va assurer la stabilité ou la cohésion de ces molécules. Donc ceci se traduit dans cette partie. Donc, dans ces deux modèles, comment les ions sont-ils présentés? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les ions est assimilé à une sphère. Donc, comme vous voyez bien, les ions est représenté par des sphères. Pourquoi les ions restent-ils au voisinage les uns des autres? Pourquoi? Parce que tout simplement, les ions portent des charges différentes, et comme je le disais tout à l'heure, que ces différences de charge vont provoquer une interaction électrostatique qui assure la cohésion des molécules. Quelles sont les formules de ces solides? Donc, la neutralité électrique globale de la matière impose que les solides ioniques soient électriquement neutres, c'est-à-dire Na plus et Cl- portent chacun une seule charge. Donc, le cristal chlorure de sodium comporte autant des ions de sodium que des ions de chlorure. Donc, sa formule NaCl. Donc, chlorure de sodium. Donc, la nomenclature toujours commence par les ions négatifs. Donc, de la même chose pour le cristal fluorure de calcium. Il est constitué par les ions Ca2+, qui a une charge de plus positive, entouré par deux ions de F-. Donc, pour avoir une neutralité électrique, il faut que
cet ion positif soit entouré par deux ions F- pour assurer une neutralité électrique et on obtient enfin Ca2+, 2F-. C'est ça la formule ionique de ce composé et ceci nous permet de déduire la formule brute de cette molécule qui n'est rien d'autre que CaF2. Pourquoi? Parce que Ca2+ a besoin de deux ions F- pour assurer une neutralité électrique de cette molécule. Donc en conclusion, un solide ionique est constitué d'un ion, c'est-à-dire d'ions négatifs, et des cations régulièrement disposés dans l'espace. Donc chaque ion est attiré par les ions de signe opposé, ça d'une façon générale, ce qui assure la cohésion d'un solide. Donc l'ensemble est électriquement neutre. Et la formule dite statistique des solides, c'est-à-dire elle indique la nature et la proportion des ions présents sans mentionner leur charge. Donc généralement, pour définir l'électronégativité, donc un atome ou une molécule se traduit par un assemblage de deux atomes ou plusieurs atomes. Donc, pour une molécule, un doublet d'électrons constitue une liaison covalente. Ceci est déjà vu au programme du tronc commun. C'est-à-dire, par exemple, si on considère l'atome A et l'atome B, c'est le modèle de Lewis, donc si l'atome B a un seul électron qui est libre, et également l'atome A a un seul électron libre, donc chacun de ces atomes va participer par un électron pour donner naissance d'une liaison covalente. Ce qui nous permet de définir que une liaison covalente n'est rien d'autre qu'un doublet d'électrons dans laquelle chaque atome est participe par un seul électron. Donc c'est quoi l'électronégativité? L'électronégativité, comme nous avons vu dans le programme du tronc commun, n'est rien d'autre que l'aptitude ou le pouvoir d'un atome d'attirer les électrons. Et l'électropositivité, c'est l'inverse, c'est-à-dire le pouvoir ou l'aptitude de céder ou libérer des électrons. Donc, comme nous avons vu dans le programme du tronc commun et dans le tableau périodique, plus que Z augmente, plus que l'électronégativité augmente, selon le positionnement du tableau périodique, le positionnement de l'atome dans le tableau périodique. Également, plus on monte vers le haut, plus que l'électronégativité également augmente. Donc, par exemple, si on considère la molécule de chlorure d'hydrogène, HCl. Donc, c'est le modèle de Lewis. L'atome d'hydrogène, un seul électron libre dans sa couche externe. Par contre, l'atome de chlore est caractérisé par 7 électrons dans la couche externe, c'est-à-dire trois paires non liantes et un seul électron qui est libre. Donc, chacun de ces atomes va participer par un électron pour donner naissance à une liaison covalente. Et puisque l'électronégativité, selon le positionnement de l'atome de chlore dans le tableau périodique, est plus grande que l'électronégativité de l'hydrogène, à ce moment-là, cette paire d'électrons sera au voisinage de l'atome d'hydrogène, de chlore. Ce qui favorise l'apparition d'une charge partielle négative au voisinage de l'atome du chlore et une charge partielle positive au voisinage de l'atome d'hydrogène. Et on dit enfin que cette liaison est une liaison covalente qui est polarisée, c'est-à-dire caractérisée par un pôle positif et un autre pôle qui est négatif. Donc c'est quoi une molécule polaire?
Dans la molécule de chlorure d'hydrogène, l'atome de chlore et l'atome d'hydrogène mettent en commun un doublet d'électrons constitué une liaison covalente simple entre eux. Très bien. Donc ce doublet d'électrons qui lie les deux atomes n'est pas équitablement partagé entre les deux atomes. Elle est statiquement plus proche de l'atome de chlore car plus électronégative, comme je le disais tout à l'heure, que l'atome d'hydrogène. Donc, ce partage dissymétrique du doublet nous permet de dire que cette liaison est une liaison qui est polarisée. Et dans le cas de molécules, dans la molécule, la barycentre des charges positives ne coïncide pas avec le barycentre de charges négatives. Donc la molécule de chlorure d'hydrogène a un caractère dipolaire. Donc, une molécule de caractère dipolaire, si seulement si, le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives ne coïncident plus. Donc ça ne veut dire pas que ce caractère dipolaire dépend uniquement de la polarisation des liaisons covalentes. Mais il existe un autre problème qu'il faut tenir compte dans la définition d'une molécule polaire. Donc c'est quoi une molécule polaire? Par exemple, si on considère la molécule H2O et on prend en considération la géométrie suivante. Donc ces deux liaisons sont polarisées. Ceci se traduit par une charge positive ici, charge partielle négative ici, et on obtient enfin une charge négative doublée ici, et le barycentre de charge positive sera ici. Donc, nous pouvons déduire que les deux barycentres des charges, comme vous voyez bien dans cette figure, ne coïncident pas ou ne sont plus confondus. Et on dit que c'est une molécule qui est polaire. Donc, si on prend en considération que cette molécule est linéaire, alors, position du barycentre de charge positive, comme vous voyez ici, elle sera confondue avec le barycentre de la charge négative. Donc, à ce moment-là, cette molécule va perdre la notion ou caractère dipolaire. Donc, ceci nous permet de déduire que généralement, le caractère dipolaire ou une molécule polaire ne dépend plus de la polarisation des liaisons covalentes entre les atomes qui forment cette molécule, mais elle dépend également de la géométrie dans l'espace ou la géométrie globale du molécule. Donc, par explication de ce phénomène, donc la molécule d'eau est une molécule polaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'après la représentation de Lewis, comme je l'ai écrit tout à l'heure, donc il existe deux types de liaisons covalentes entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc l'électronégativité de l'atome d'oxygène est plus élevée que celle de l'atome d'hydrogène. Donc il va apparaître une charge partielle au voisinage de l'atome d'hydrogène positive et une charge double négative au voisinage de l'atome d'oxygène. Donc elles sont polarisées. Ce sont ces liaisons. Donc, et puisque les barycentres ne sont pas confondus, donc molécule présente un caractère dipolaire. Et on dit que molécule est polaire. Donc molécule polaire, si et seulement si elle représente un caractère dipolaire. À titre d'exemple, on va traiter maintenant deux molécules. Molécule dioxyde de carbone, molécule dioxyde de carbone et molécule de sulfure d'hydrogène. Donc, selon le modèle de Lewis, je vais commencer tout d'abord par cette molécule. Donc, le soufre a deux électrons libres. Donc, je crois que Z égale à 16. Donc, il a 6 électrons dans le niveau extérieur.
Donc, selon modèle de Lewis, il a deux paires non liantes et deux électrons qui sont libres. Donc, l'atome d'hydrogène, un seul électron, et un autre atome d'hydrogène, un seul électron. Donc, on assiste à la formation d'une liaison covalente ici, une autre liaison covalente ici. Donc, il va apparaître une charge partielle double négative ici, une charge partielle positive et une autre charge partielle qui est positive. Donc, le barycentre de la charge positive sera ici. Donc, on peut déduire que les barycentres ne sont pas confondus. Donc, la molécule présente un caractère qui est dipolaire, c'est-à-dire la molécule, elle est polaire. Si on prend en considération l'autre molécule, c'est-à-dire la molécule du dioxyde de carbone. Donc, comme atome central, il s'agit du carbone. Donc, le carbone a 4 électrons libres dans le niveau extérieur, car l'atome est tétravalent. Également, l'atome d'oxygène a 6 électrons libres dans le niveau extérieur. Donc, il a deux doublés non liantes et 2 électrons qui sont libres. Donc, on assiste à la formation d'une liaison qui est double, ici, et une autre liaison qui est double. Alors, elle apparaît ici, puisque l'électronégativité de l'oxygène est plus grande que le carbone. Donc, on assiste ici à l'apparition de deux charges négatives, parce qu'il attire cet électron et cet électron qui seront au voisinage de l'atome d'oxygène. Également, ici, il va apparaître deux charges négatives, et ça, il va apparaître ici 4 charges partielles positives. Donc, si on cherche la position du barycentre des charges négatives, on le retrouve ici, 4 moins. Et on va déduire enfin que les barycentres des charges partielles positives et négatives sont confondus. C'est-à-dire que la molécule n'est pas molécule polaire, c'est-à-dire que la molécule perd son caractère dipolaire. Donc, on peut déduire enfin que la géométrie est un choix crucial pour donner un caractère dipolaire du molécule. Très bien. Passons maintenant à l'autre partie. Comment obtenir une solution électrolyte? Donc ici, nous avons deux expériences. La première expérience, on a un générateur, un paramètre et on a au distillé. Le paramètre permet de mesurer l'intensité du courant, qui est de l'ordre de 1 mA. Et dans la deuxième expérience, on va utiliser un eau salée. L'eau salée, c'est-à-dire l'eau constituée par l'eau avec la dissolution de chlorure de sodium. Ce n'est rien d'autre que le sel. Donc, on va obtenir que l'ampèremètre va détecter ou mesurer une valeur plus élevée que dans le cas il s'agit d'eau distillée dans cette cuve. Donc, ceci se traduit par le fait que les deux expériences montrent que lorsqu'on ajoute chlorure de sodium à l'eau distillée, on obtient une solution de chlorure de sodium qui est un bon conducteur électrique. Donc la solution de chlorure de sodium est une solution électrolyte, car elle contient des ions mobiles qui assurent le passage du courant. Donc ceci nous permet de définir que une solution électrolyte est une solution qui est capable de passer le courant électrique à cause de l'existence des porteurs des charges que l'on appelle les ions. Et ce porteur de charge provient de la dissolution des solides ioniques. Donc généralement, une solution électrolyte est une solution qui contient des ions. Et ces ions vont avoir une responsabilité très grande pour passer le courant électrique. Très bien. Donc, généralement, une solution électrolyte conduit le courant électrique car elle contient des ions mobiles qui assurent le passage électrique et le passage du courant électrique.
Passons maintenant à une autre partie très importante. Donc voilà, nous avons une activité très importante que vous pouvez l'avoir au laboratoire. Donc ici, nous avons une solution du chlorure d'hydrogène. Donc ici, nous avons pince. Donc après une durée, on va remarquer que cette pince sera montée ici. Donc, et ce mouvement est dû à l'existence d'une force, ou plutôt une pression qui est inférieure à la pression atmosphérique. Donc, et dans cette partie de cette activité, l'objet, c'est de mettre en évidence les ions de chlorure en ajoutant chlorure d'argent. Et on obtient un précipité blanc. Donc cette réaction se traduit par cette mise en évidence se traduit par une réaction chimique que l'on va définir ultérieurement. Donc, et le pH de la solution obtenue est inférieur à 7. Très bien. Donc, pour expliquer ce phénomène de jet, donc la dissolution des premières gouttes de chlorure du sodium dans l'eau entraîne une diminution, comme je disais tout à l'heure, de pression dans le ballon, qui devient inférieure à celle de pression atmosphérique. Donc, l'eau pénètre dans le ballon, d'où est le jet observé. Donc, le chlorure d'hydrogène se dissout facilement dans l'eau. Et également, la pH mesurée est inférieure à 7, ce qui nous permet de déduire que la solution est donc acide, c'est-à-dire il y en a présence des ions H+, ou H3 au plus. Et la précipité blanc du chlorure d'argent prouve que la solution contient aussi des ions de chlorure Cl-. Très bien. Donc, enfin, je tiens à vous remercier pour votre attention et on se verra dans la deuxième partie de ce cours et j'espère que vous allez bien bénéficier